Salut José Lito. Salut Philippe. On peut pas, on peut pas dire ce que tu as dit juste avant de lancer le record, mais c'était très drôle. Euh, Tu vas bien? J'ai trop envie de te dire qu'est-ce que tu as foutu cette semaine en fait. Je suis jaloux. Je suis jaloux que ce soit Ose, pas moi. ose pour une fois. Je bois un petit café. Mais ouais, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que tu as foutu cette semaine? Voilà, mettons un peu d'énergie dans ces intros là, sinon Hein? on perd tout le monde. YouTube, c'est de l'énergie, il faut insister, il faut amplifier, sinon il n'y a pas de dynamique. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Alors le lundi j'ai pris le train de Francfort à Berlin. Cette semaine je suis à Berlin parce que on a un client qui veut lancer dans les pays germanophones et puis un ami allemand m'a dit si tu veux conquérir l'Allemagne, il faut conquérir Berlin. Je me suis dit ok, je vais conquérir Berlin, donc voilà, je suis à Berlin. Donc lundi j'ai fait ma réunion hebdomadaire avec l'équipe. Les deux réunions en vrai. Donc on a une réunion interne, disons plus interne, et ensuite une réunion opération où on fait le point sur tous les projets clients. Donc j'ai fait ça lundi, j'ai pris le train, je suis arrivé ici. Qu'est-ce que j'ai fait le soir? J'ai oublié. C'est ma journée management, on a travaillé sur un onboarding d'un client et des choses comme ça. Et puis diverses urgences. Mardi c'est une journée client. Donc mardi j'ai travaillé avec les clients, on a eu un call tempo, des choses comme ça. On a généré tous les livrables pour le mois prochain dans le système. Je vais pas plus loin. Hier, mercredi, journée marketing et vente, donc j'ai fait pas mal de relances email. J'ai mis un peu à jour le CRM. J'ai mis à jour certains livrables qu'on avait générés le mardi. J'ai écrit un article sur la délégation, on pourra en parler juste après. J'ai été voir les statistiques YouTube, j'ai été voir les publicités remarketing. J'espère qu'on vous a remarketé, chers visiteurs du site web. Alors, je suis content, j'ai déjà remarketé au moins 2 ou 3 clients. Qui d'autre? Ça marche bien, je suis assez content avec mon remarketing. On a eu un lead entrant aussi. C'est une agence, mais on travaille avec les agences parfois, ça arrive. On a quelques agences avec qui on travaille en ce moment. Voilà, et puis aujourd'hui on est jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui Qu'est-ce j'ai que tu fait ce travaillé matin? encore sur l'onboarding du client. Là on est en train de tout finaliser. Encore des petits livrables à mettre à jour pour la semaine. Un projet à lancer avec le staff. Quoi d'autre? Du tout venant, on va dire, du tout venant. C'est encore une journée opération le jeudi, donc voilà. Et puis pour cet après-midi, on verra. Et demain, c'est journée produit, et puis on va travailler sur l'outil. Top. J'ai raté pas mal de choses, mais tout ça pour dire, j'ai maintenant des semaines à thème depuis quelques temps. Enfin, des Ouais. journées à thème dans ma semaine, et ça crée une routine qui est une routine pas routinière. Ça marche vachement bien. J'aime beaucoup le système. Ça crée de la structure, ça crée de la répétition et ça permet de bien segmenter, compartimenter. Ce qui derrière facilite la délégation justement. Super compliqué à mettre en œuvre. Alors ça c'est très joli, hein, tu racontes ça et tout, c'est beau. Ça fait, franchement, c'est super bien. Tu te mets dans n'importe quelle entreprise avec N people qui ne fonctionnent pas tous de cette façon-là. Et ta semaine, c'est un putain de bordel. Je t'écoute, tu vois, j'aime bien parce que là, on a deux. Enfin, je suis devant l'écran, donc je te vois de ce côté-là. Moi, je suis de ce côté-là, et je me dis, il y a deux univers totalement différents. Et c'est intéressant parce que. On a presque la même déco de Bobo malgré tout. C'est- ouais, il y a un petit peu de bazar. J'ai pris le temps de virer le mien parce que ma journée est organisée. Normalement, on fait les caisses Mais- staff le mercredi vu que c'est la journée marketing. Mais bon. Bah, Allez, tu vois, dis-moi. Alors oui, alors bah, tout en de fait, suite des excuses avant tout. C'est une question de non, leadership. C'est ce que disait Rafi. Mais non, Ouais. mais non, c'est une question de ça, c'est une question c'est pas une question de leadership, c'est que tu te C'est une retrouves question de avec ta leadership. semaine. Si tu dis moi ma semaine elle est organisée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que les autres ont une semaine qui est organisée, admettons que tout le monde ait une semaine à thème, mais chacun ait sa journée très différente. Ça devient super compliqué. Ce matin, j'étais avec un fournisseur. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'étais avec un fournisseur pour choisir des cartons d'emballage. Et quand tu fais du e-commerce, tu sais que la partie expédition est super importante. Et on a eu une réunion autour de quel type de carton il faut choisir, etc. etc. Et ça, en fait, tu peux difficilement, quand tu es vraiment transverse dans l'organisation, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire, et ce n'est pas une question de leadership, c'est que tu ne peux pas imposer ton planning sur tous ceux des autres, sauf si tu es le boss. Si tu n'es pas Alors, le boss, comment tu fais? voilà, et être le boss, c'est une question de leadership. Donc, il y a plusieurs choses. Alors déjà, c'est un système qui est valable pour les généralistes, les gens transverses, en effet, qui font trop de choses.
ce qui est mon cas pour l'instant. Évidemment, si tu es un spécialiste et que tu as un univers très homogène, tu n'as pas besoin de faire des journées aussi détaillées. D'accord. Donc la personne qui est transverse et qui a un agenda découpé comme ça, parce que c'est le seul moyen de faire du deep work quand on a 5, 6, 7, 10 sujets. Il y a des gens qui, à certaines phases du business, ont besoin d'avoir 10 sujets, ça arrive. Cette personne-là peut aller s'adresser aux différentes personnes n'importe quel jour, quelque part. Donc le jour qui lui convient à elle, mais les autres personnes étant spécialisées, elles travaillent sur le même sujet tous les jours, à peu près. Ensuite, il peut y avoir des exceptions. Ça, c'est ton flux sortant, mais ton flux entrant, comment toi tu le pilotes? Ah bon, asynchrone. Si je prends pas ma semaine, je prends ma journée, ma demi-journée, hein, d'accord, ma demi-journée. J'ai goûté un Costa Rica. Donc je me retrouve avec le torréfacteur et on a regardé des sacs, on a discuté du gel au Brésil. J'ai le DAF, j'ai un graphiste, j'ai toutes ces personnes-là et ils me mettent du temps et je ne peux pas leur dire non, ça c'est pas tel jour, c'est vendredi parce que c'est le fournisseur, il est là, il peut être là aujourd'hui, il n'est pas dispo vendredi. C'est ça que je veux te dire. Comment tu fais oui, mais là, tu me donnes un exemple. Pour le flux entrant? Tu me donnes 5 exemples. 5 exemples dont un a une contrainte incompressible qui est le fournisseur. Donc mettons que le fournisseur soit incompressible, tu vas essayer de le placer en exception, on va dire. Tout le reste, c'est des gens avec qui tu as des interactions régulières, donc il faut que tu ritualises. Toute la journée, Philippe. C'est tout le temps que j'ai des fournisseurs. Tous les jours. Ça va être les éditeurs de logiciels, ça va être voilà. J'ai un Trustpilot, j'ai les équipes de Trustpilot, on essaie de se caler un temps dans la semaine. J'ai du SendCloud, j'ai les cartons, j'ai le café, et tous ces gens-là, comme tu viens de dire, la journée me sollicitent. Tu essayes de caler. Ça m'arrange. Tu essaies de caler un temps dans la semaine, donc tu leur dis tel jour, tel jour, tel jour. Ah mais ça marche pas comme ça. Ils vont te dire là, je suis pas disponible. On a un impératif. Tu lances une boutique physique le 15 septembre, tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie de ton agenda que tu n'as pas en main en fait. Une partie, mais elle est, je pense, plus petite que ce qu'on croit et c'est une question de le faire dans la durée et je disais de leadership. Ce qu'on disait avec Rafi l'autre jour, c'est confortable de se mettre en réaction en permanence. Ça évite de réfléchir à l'avance à ce qu'on veut faire. Donc après, on ne peut pas être totalitaire, on ne peut pas toujours forcer, mais on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit, j'en suis convaincu. Alors, il y a plein de gens qui le font. Ouais. Alors, moi, je trouve ça très, très inconfortable de fonctionner comme ça. Je trouve ça. J'ai la sensation. C'est un effort. Alors, mais ce que tu dis est juste, c'est-à-dire, je le prends dans les deux sens. Pour moi, fonctionner comme ça en réaction, c'est hyper inconfortable. Ça me fatigue, ça me fout un bordel total dans mon organisation. Et j'ai beaucoup de mal dans ce contexte. Enfin là, j'arrive, je vais être en vacances fin de semaine, je suis épuisé. Je suis épuisé de gérer cette réaction à des événements, à des tas de choses. De l'autre côté, une fois que tu es en burn-out, ça ne sert plus personne, tu vois. J'entends parfaitement le piège de ce que tu évoques, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est très confortable finalement d'être dans cette situation-là, parce que c'est premier arrivé, premier servi. Oh mon Dieu, c'est celui qui gueule le plus fort. Et t'as pas à tu réfléchir. prends tes mails dans l'ordre et à la fin tu as des et tu descends dans l'ordre où ça vient. Ta boîte mail égale ton agenda. Et je me rends compte de la complexité. Tu vois, c'est marrant parce que je te disais que j'ai relu, je lisais ce matin, parce que, enfin, après j'ai mes réflexes de quand j'arrive à ce niveau de bordélitude. En plus, c'est la période des vacances là. Ça veut dire que tu veux faire des trucs et il te manque toujours quelqu'un. Il y en a toujours un qui n'est pas là, donc il faut attendre une semaine. Donc moi, j'en prends mon parti, je pousse, je me dis, allez, tu sais quoi, je me pose. Justement, tu parlais de burn-out, je burn pas beaucoup la out. Je me pose et je me dis, tiens, Cavasa, parce que c'était ma deuxième remarque cette semaine, c'est mais pourquoi je n'impose pas du temps pour juste lire, m'informer, me former. J'ai eu un gros sujet cette semaine avec certains clients à propos des formations, en disant mais comment vous formez vos collaborateurs, et le temps de formation est minimum dans certaines organisations. C'est la cinquième roue du carrosse. Et là, je me suis posé ce matin, j'ai lu Cavasa et je me dis waouh, putain, on est raccord. Et un des sujets, c'est justement cette capacité à s'organiser. C'est cette capacité
dans un monde, et j'en parlais pas plus tard que ce matin, parce qu'évidemment, on a une rentrée qui... quelqu'un m'a dit, oh, ça va être une rentrée Covid. Je lui dis, c'est quoi une rentrée Covid? Je dis, bah, impossible de faire des prévisions jusqu'à la fin de l'année. On va se manger les gilets jaunes, on va se manger ci, on va se manger ça, on va se bouffer une 4e vague, on va se manger des restrictions et on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et je dis, bah, c'est la vie d'une start-up, quoi, en vrai. Tu sens que ça fait... Oh, comment, tu vois, comment on emmène ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et je plonge dans cette espèce de bouillon-là. Et je t'avoue qu'il y a quelques années, ça m'allait très bien. Je me dis, ah yes, stop, je connais ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, ça me semble mais insupportable. Je me dis, mais je ne vais pas tenir comme ça ad vitam aeternam. Comment vous faites quand vous êtes salarié, que vous n'avez pas le temps de vous poser, pas le temps de vous former, dire que tu aimes ce style de vie, quoi. C'est épouvantable. Oui. Et tu vois, ça nous emmène sur la délégation. Et c'est ce qu'on disait avec Rafi, les gens, entre guillemets, les personnes qui sont embourbées là-dedans, c'est aussi parce qu'il y a un confort. J'ai longtemps pratiqué ça de façon plus ou moins... C'est l'inverse d'être délibéré, si tu veux. Tu n'es pas intentionnel dans ta gestion du temps. Si tu lis Covey, les 7 habitudes des gens efficaces, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, un truc du genre. Il te dit, la première étape, c'est de savoir ce que tu veux, et ensuite, c'est d'être délibéré dans la gestion de ton temps pour obtenir ce que tu veux. C'est tout. Donc, c'est vraiment une question de vivre avec une intention et de faire des choix. Et c'est pour ça qu'on disait avec Rafi, c'est une question de leadership. Leadership, c'est je prends des décisions, je mets en place un rythme, un tempo, et derrière, il y en a qui vont me suivre, et ceux qui veulent me suivre me suivront, ceux qui veulent pas me suivront pas. Et la notion même de leadership, c'est celle-là. C'est est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Si personne te suit, tu recommences. Si personne te suit, t'es viré, tu dégages, tu vas dans une autre boîte. Bah oui. Ouais, non, mais bah oui, toi tu dis bah oui, parce que t'es dans une situation où tu as le luxe de pouvoir dire bah oui. Mais un luxe, ça se crée. Il y a plein de gens autour de toi qui n'ont pas les moyens de dire bah oui. Mais non, mais t'es un mâle blanc européen, tu peux dire bah oui. Mais il y a plein d'endroits où tu peux pas dire bah oui, Philippe. Et non, mais bien sûr que si tu es en Corée du Nord à la campagne, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Mais même pas, non, mais c'est là où on a un choc. Mais c'est un vrai choc culturel. Je provoque volontairement parce que... les vidéos, là, elles ont un contexte. Donc là, on parle dans un contexte donné, qui est un contexte où les gens ne sont pas, pour citer Oussama, des travailleurs du textile dans les Vosges. Donc les gens à qui on s'adresse avec ce podcast sont des gens qui ont tout à fait la possibilité de dire bah oui. Mais non, tu es directeur marketing dans une PME française. Tiens, ton bah oui, tu l'as pas ton bah oui. Tu as fumé la moquette parce que tu vas te retrouver en pleine crise avec... Bordel, est-ce que je vais trouver du taf parce que je suis en province? C'est pour ça que cette histoire de leadership, ma question est oui. Leadership, c'est pas suivez-moi ou je me casse. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de façons de faire du leadership. C'est influencer, transmettre des valeurs. Ah voilà. Comment tu m'emmènes toute une organisation, toute une entreprise à basculer d'un mode de fonctionnement en réaction? Philippe, je suis à Montpellier, d'accord, je discute avec pas mal de gens, Montpellier, d'accord, Occitanie, on va dire, ce que tu veux dans l'Hérault. Le nombre de PME qui sont comme ça, mais où la direction est en réaction par rapport au marché, où les collaborateurs, les managers sont en réaction par rapport à la direction, où, tu vois ce que je veux dire? Je vais revenir à Covey, la première habitude de Covey, c'est soyez proactif. Et qu'est-ce qu'il entend par être proactif? C'est vous êtes toujours responsable de tout ce qui peut vous arriver. Donc, bah oui, mâle blanc, etc. Alors lui, il était mormon américain, minorité religieuse. Mais de fait, il n'y a qu'une logique qui peut t'amener à aller plus loin que d'autres logiques. C'est cette logique de mon action a un impact. Et même si ton action a peu d'impact, même si tu es dans un univers qui est bourré de contraintes, et on l'est tous d'une façon ou d'une autre, quels que soient nos privilèges pour prendre la terminologie du moment, d'une façon ou d'une autre, comme dit l'autre, tiens, c'est Victor Ferry, qui postait hier, quand tu es Kierkegaard, tu sais. Kierkegaard a prouvé empiriquement la liberté. Si tu es devant la falaise ou sur un quai de métro, tu as une petite angoisse. Tu n'as pas vraiment peur de tomber parce que tu tiens sur tes pieds et tu ne vas pas faire un malaise. Mais tu as peur de ta propre liberté parce que tu sais que tu pourrais sauter. Oui. Tu sais que ton libre arbitre te dirait « Ok, là
Là, si là tout de suite je fais un pas chassé devant le train, je suis mort. Par ma propre volonté. Ouais. Ça me prendrait un quart de seconde de décider. Et j'ai déjà Carrément. pris des décisions débiles dans ma vie. Ouais. Et à chaque fois que tu prends une décision, tu changes ta vie. Quand tu décides de, je sais pas, de quitter une personne, de quitter une entreprise, de prendre un projet, de refuser un projet, de demander une augmentation. À chaque fois, tu changes ta vie. Et à chaque fois, c'est un embranchement. Tu peux D'accord. changer de vie Donc- 10 fois par jour. Donc j'arrive à un moment où je suis dans une organisation, je suis salarié, j'ai un salaire, j'ai un appartement, 3 gosses, et là c'est le bordel dans mon agenda et je me dis, Tu vis en France, il y a des ruptures conventionnelles, un chômage généreux, etc. etc., etc. ok, Donc, tu as d'autres privilèges aussi. ouais, non mais bien sûr. Donc là c'est de se dire, ok, à Et, partir de et ce là, tu vas moment-là, payer tous les choix que tu as fait les 10 dernières années, ou si tu t'es enlisé dans ce poste qui ne t'a apporté aucune compétence, tu n'as plus de compétences qui soient très demandées. Si ta compétence n'est pas demandée, bien sûr que tu as beaucoup moins de levier que si ta compétence est très demandée. Mais ta compétence, elle est le résultat de 10 ans de choix, des choix que il y a tu un fais post tous les sur jours. LinkedIn d'une nana qui quelqu'un disait oui, alors à 50 ans, blablabla, on a du mal à trouver du travail en France, c'est la galère, etc. Et il y avait une nana qui commentait comment elle les a mais coupés en 4. Oh, version commentaire Si ça fait sashimi. 15 ans que tu refuses de te former, c'est sûr que c'est sûr que tu vas avoir du mal à trouver du Mais c'est boulot, ça, mais c'est Philippe. pas un problème Elle- d'âge. Elle dit, gars, c'est pas un problème d'âge, admets juste. Et il y a un type qui disait, oui, alors moi, ça fait 30 ans que j'ai bossé dans une boîte. Et la nana lui dit, bah, c'est peut-être ça le problème. Vous avez bossé 30 ans dans une boîte, vous êtes marqué au fer rouge sur votre boîte. Bah ouais, vous arrivez sur le marché. Ah bah, et elle lui dit, bah, acceptez. Mais tu sais, j'ai pensé à toi parce qu'elle dit, bah, man, accepte d'être payé à 1500 balles, tu repars from scratch. Et puis, et elle lui dit, si tu as passé 30 ans dans la même boîte, normalement, tu as déjà acheté ton appart ou ta maison, etc. Tu sais, elle y va, mais comme ça. Et c'est une deuxième carrière, donc t'es junior, de fait, t'es junior. Tu te dis, mais Et tu peux commencer une carrière à 50 ans, j'y vois pas d'inconvénient. Mais Encore plus dans un carrément. pays qui est suffisamment protecteur comme la France. Alors, Carrément. vous avez payé beaucoup de cotisations et d'impôts. alors comment on trouve un intermédiaire? Parce que c'est violent, Philippe, c'est super violent, c'est extrême. En fait, ce propos-là. Mais non, on est protégé, j'ai aucun on problème est, avec. Il on est extrême. privilégié et protégé, il n'est pas extrême. Mais si, il est extrême mentalement. Tu vois bien que dans la tête d'un Tu me disais de penser aux gens qui ne sont pas privilégiés. Moi, je vous dis, pensez aux gens qui ne sont pas privilégiés. Mon propos n'est pas extrême. La vie est douce. C'est hyper violent. Mais non. Philippe, imagine n'importe quel responsable marketing qui est en train de regarder ce podcast, qui fait du e-commerce et qui te dit. Ça a dérivé assez vite d'ailleurs. On était parti sur la délégation. Mais on va y revenir, tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, ce que tu évoques, en fait, ce que tu me dis, Philippe, j'ai ma semaine, elle est structurée. Et c'est aussi pour ça que tu viens en réaction, c'est que tu es rempli. Quand on va parler de délégation, je vais t'amener un truc. J'ai lu un peu sur les bonnes pratiques de la délégation pour faire mon article là. Ça m'a rappelé un système auquel je pensais pas trop. Ça me l'a recontextualisé. Donc on y revient juste après, mais vous allez voir, c'est magique, c'est visuel. Mais avant qu'on y arrive, tu vois, c'est pour introduire ça en fait, parce que moi je le vis bien, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de recul et de mécanismes pour que quand je sens que c'est en réaction, je suis détendu, je provoque, mais ben voilà, ce matin je suis arrivé, je me suis dit, ok, c'est bien le bordel, je ne peux pas faire ce que je veux, les gens sont en vacances, ça va dans tous les sens, frein à main, arrêt buffet, je peux pas sortir des choses, ben je vais absorber des choses, je vais faire rentrer des choses. Et très tranquille. Et là, tout à l'heure, je vais aller rencontrer une spécialiste des RP parisienne. Je reprends toujours la main, c'est-à-dire que j'arrive à ne pas me faire submerger par cette sensation. Mais je comprends que quand j'en parle, quand j'explique cette façon de faire, c'est hyper intense la réaction, parce que quand je dis que c'est violent, c'est que tu vas dire à quelqu'un, et c'est ce que tu as dit, tu dis à quelqu'un, oh, attends 2 secondes, tu n'es pas victime de ce qui est en train de se passer, hein, tu as la main sur le sujet. Donc c'est ta décision, c'est à toi de faire le premier pas pour dire, je fais un pas de côté, je sors de cette dynamique qui ne me convient pas pour aller vers une autre. Et je pense que... Je reviens ouais. Pardon, je finis. Pour un bon moyen d'aborder ça, pour pas que ça soit violent et passer de 0 à 1 comme ça, en une espèce de poussée super forte, qui va dire
bon allez, c'est décidé, à partir de lundi maintenant, c'est journée à thème. Et je fais preuve de leadership. Le premier qui bouscule mon agenda, je le flingue dans les toilettes. Non, c'est Ça la marche pas délégation. comme ça. Mais c'est la réaction que tu vas avoir assez régulièrement, Philippe. Et la Rafi te délégation- répondra il y a 2 semaines, bah, c'est pour ça qu'il y a des leaders et des followers. Enfin, Mais à un oui. moment, si tu Mais penses que oui. tu as trouvé un système qui marche, que tu es capable de convaincre les gens et que tu es dans un environnement où on te laisse pas le faire, tu vas créer ta boîte et les gens vont venir dans ta boîte parce elle marchera mieux que les autres, elle paiera mieux que les autres et tous les Clairement. collègues seront géniaux et on les laissera bosser correctement. Donc Clairement. voilà, ça tu lead. Sinon, tu suis quelqu'un, tu trouves une boîte où c'est comme ça, tu te fais embaucher dans cette boîte en montrant que tu colles à cette boîte et tu follow quelqu'un. Et si t'es ni leader ni follower, que t'es juste, tu te laisses vivoter en mode réaction dans un environnement qui te convient pas. J'ai une amie l'autre jour qui a commenté sur fait quoi Facebook. Qui c'était? Ah oui, tu sais que là c'était la mode de taper sur Jeff Bezos et Richard Branson qui s'envoyaient en l'air. Il y a 2 Oui. semaines, ils se sont envoyés en l'air presque la même semaine, je crois. Ça fait 15 ans qu'ils y sont, donc ils ont enfin réussi à passer la barre des 100 km d'altitude, a priori. Et donc tout le monde tapait dessus comme pas possible. J'ai une amie qui est arrivée, qui a commenté là-dedans, j'étais mort de rire, elle a dit... comment elle a dit? Ouais, utilisez votre temps pour aller changer votre condition si elle vous déplaît tant que ça, plutôt que de taper sur les achèvements des autres, un truc du genre, c'était en anglais donc. Mais bon, j'ai bien aimé le... si votre condition vous déplaît tant que ça, investissez votre énergie pour la changer, quoi. Plutôt Mais que oui. de... Mais c'est ça, Philippe. Mais quelle arme tu as? Parce que si sur le coup, tu te dis, waouh, L'arme, ok, c'est moi je dis que je suis influence dans et la merde. persuasion. Influence et Je suis dans la persuasion, merde. c'est ça. Je me dis, oh, ben, je vais dire que je suis dans la merde et on va me plaindre. Et là, il y a Philippe Uh-huh. Larcher qui dit, oh, ben, tu sais, mange ta merde et puis fais pas chier. Et là, tu dis, bah, Larcher, je vais l'abattre parce que c'est insupportable ce qu'il est en train de me dire. Donc, comme tu peux pas faire ça dans une organisation parce que tu n'es pas tout seul, parce qu'il y a plein de monde, parce qu'il y a une culture et que tu peux pas tout renverser tout le temps, je trouve que la délégation, et quand j'ai travaillé le sujet il y a quelques mois avec Arnaud Ciel autour de la délégation, j'ai trouvé impressionnant pour moi ce levier en disant ok, je ne vais pas te brutaliser, mais je vais t'expliquer quand tu es submergé dans cette situation-là et que tu as envie de changer, en quoi la délégation, ça va t'apporter quelque chose. Et le deuxième truc, et maintenant on va parler de délégation, ce qui m'a impressionné, c'est que ça a l'air tout bête la délégation. Et en fait, on en a fait 4 épisodes parce que c'est loin d'être simple à mettre en œuvre. Et si je rebondis sur ce que tu disais au début, tu es parti du principe que ce que toi tu avais à faire des jours où tu n'avais pas envie de le faire, mettons, était incompressible. C'est là qu'est l'erreur. Tu peux ne pas faire les choses, tu peux déléguer les choses, tu peux repositionner les choses plus ou moins facilement. Et enfin, bien sûr, tu peux être un petit peu progressif dans ta transition vers des semaines avec des journées à thème. Tu peux avoir un bloc de 2 heures, voire une demi-journée par jour, une demi-journée de deep work et le reste de bordel réactif comme tout le monde. Tu peux commencer comme ça, il y a plein de solutions. Voilà, et ensuite la délégation, c'est quand même l'arme fatale du manager, c'est la chose que tu peux faire là tout de suite, il y a quelque chose que tu fais en permanence, et tu arrêtes de le faire, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et si tu fais pas ça en tant que manager, tu vas te retrouver à tout faire toi-même, tu vas finir en burn-out, tu vas te faire virer, ou tu vas te faire démissionner, si on vire pas les managers dans ta boîte. C'est super important parce que tu bosses avec tellement d'entités d'une organisation, tu es vraiment à la travée des chemins, tu bosses avec tellement de monde que si en termes hyper, de méga délégation, chronophage. tu ne maîtrises pas ton sujet, mais c'est ce que tu dis. Et pour le coup, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'est pour ça qu'on est là et que j'ai le temps de te parler et que je ne te dis pas « Ouais, non, je suis désolé, là, je ne peux pas ». C'est parce que j'ai délégué en disant « Moi, j'ai besoin de ça, il faut ça. Salut, je me casse. Au revoir, j'ai autre chose à faire. Alors, Qu'est-ce que tu as retenu de la délégation? Donne ton truc qui est visuel, ça m'intéresse. Allez, deux trucs. Première chose, qu'est-ce que la délégation? Il y a plusieurs formes de délégation. Et la délégation, alors tu me demandes ce que c'est, moi je vais te dire ce que ça n'est pas en tout cas. C'est de refourguer aux autres ce que tu ne veux pas faire en mode comme ça. C'est pas une poubelle, c'est pas un moyen de se débarrasser. Ça c'est de la délégation. C'est la délégation mal faite, mais c'est de la délégation. Mais on n'y pense pas forcément. Ça peut peut-être paraître évident ou pas. Quelqu'un disait donner du travail aux autres, c'est pas de la délégation nécessairement. Et dans quel cas c'est pas de la délégation? C'est quand c'est juste de l'assignation de tâches. C'est-à-dire que si tu es un manager, ton rôle c'est de donner du travail à tout le monde. Le travail arrive, tu fais l'interface du travail, enfin ça dépend comment ta boîte fonctionne, mais dans une boîte de service ou autre, ton boss va te donner du boulot et tu sais que c'est pas du boulot pour toi, c'est du boulot pour ton équipe et tu distribues le travail à l'équipe. Tu assignes du travail, tu alloues du travail
Ça, c'est pas de la délégation, attention, hein. Ça, c'est juste de l'assignation de tâches, ça fait partie de ton job de manager. Mais ensuite, quand tu commences à donner des tâches à toi, à quelqu'un d'autre, et du coup, c'était ta responsabilité jusque-là, et maintenant, tu la transfères, alors tu es toujours responsable, parce que c'est quelqu'un en dessous de toi qui le fait, ça remonte à toi, tu es responsable, et tu livres. Ça, c'est de la délégation. Donc, délégation n'est pas l'assignation. Premier truc à retenir, un petit framework qui peut aider. Parler de transmission de responsabilité, et on commence déjà à toucher du doigt les choses. Ouais, ce qui n'est pas tout à fait correct, c'est que tu restes responsable, mais tu demandes à quelqu'un de faire la chose pour toi. Et donc la question est, qu'est-ce qu'on délègue? Et qu'est-ce qu'on ne délègue pas? Qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on ne délègue pas? Tu peux déléguer du pouvoir. Non, en type de tâche, restons simples. En type de tâche tâche, et responsabilité. Ce qu'on délègue et ce qu'on ne délègue pas. Bonne question. Dans quel cas tu mets ça? Parce que je l'ai vu sous plein de formes différentes. Moi, je peux déléguer des choses que je sais faire, mais que je n'ai pas le temps de faire, ou pour lesquelles finalement je ne suis pas le plus performant, je ne crée pas le plus de valeur. Alors il y a ça aussi. Il y a ça, il y a déléguer des choses que tu ne quelque sais part, pas faire. Quelque part, si tu n'es pas le plus performant, l'organisation devrait être telle que ce n'est pas ta responsabilité en premier lieu. C'est-à-dire que c'est le genre de tâches que tu vas assigner à ton équipe, parce que de toute façon, ce sont les tâches de l'équipe, ce ne sont pas les tiennes, si ce n'est pas toi le plus performant. En théorie. Donc limite, ça n'entre même pas en ligne de compte, ce genre de tâche où tu n'es pas le plus performant. Je suis manager, je dois faire des reporting, c'est pas là où je suis le plus performant et je délègue à un prestataire toute une partie de mes analytics parce que c'est pas là où c'est une délégation. Alors externe, certes. Délégation externe, ça reste de la délégation. Après, est-ce que c'est vraiment une délégation ou est-ce que c'est juste qu'on a décidé que dans la structure de l'organisation, c'était pas ton rôle parce que c'est pas à toi de le faire, parce que t'es pas performant à ça. Donc, idéalement, ça se fait plus à l'échelle de l'organisation et c'est pas tant j'ai cette tâche, je la délègue. Mais bon, ça se rejoint. Après, ce que je voyais qui m'a vraiment intéressé, c'est cette idée. Donc, il y a l'idée de la cascade de délégation. Et ce qu'il disait, c'est que tu as des grosses tâches et des petites tâches, importantes, moins importantes, en temps et en énergie et en impact. Et tu as des tâches qu'on vient de te donner et tu as des tâches que tu as depuis longtemps. Ouais. Et donc là, ça te fait 4 cases. Importante nouvelle, médiocre, enfin petite nouvelle, importante ancienne et petite ancienne. Et donc dans ces 4-là, il disait lesquels il faut déléguer ou pas déléguer. Et alors, par exemple, est-ce que tu reçois une nouvelle responsabilité importante? Est-ce que tu la délègues immédiatement? Alors, ça dépend de ton tempérament. Dans ta matrice Eisenhower, il faut rajouter un petit. Tu peux rajouter aussi ta façon. Il y a ta façon de déléguer. C'est marrant parce que ça, je l'ai vu. Il y avait vraiment 2 façons de déléguer. Moi, j'ai tendance à déléguer instantanément. Parce que je pars du postulat, c'est je te fais confiance et si je me suis trompé, c'est pour ma pomme. Il y a d'autres personnes qui vont dire non. Dans ces cas-là, je me l'approprie, je l'apprivoise un peu, je vois comment ça marche, comment ça tourne et après, j'ai assez d'aptitude pour déléguer. Ah ouais, c'est plutôt cette école-là que j'ai adoptée quand même. Enfin, j'ai toujours été assez d'accord avec ça et j'ai fait presque tout moi-même avant de déléguer. Sinon, c'est plus vraiment de la délégation. Dans le sens où là, tu délègues une responsabilité qui est la tienne. On t'a rendu responsable de quelque chose et tu vas demander à quelqu'un de le faire pour toi et ensuite livrer en ton nom. Et tu peux difficilement faire ça, dire aux gens qui sont tes collaborateurs comment le faire, vérifier qu'ils l'ont bien fait et en prendre la responsabilité. Tu peux difficilement faire ça sur une nouvelle responsabilité que tu n'as pas pratiquée toi-même avant. Donc c'est plutôt déconseillé de le faire comme ça. Voilà, je sais que j'ai eu un sujet là-dessus, mais tu peux le faire. Tu peux très bien le faire. Ah, tu peux, mais on va le déconseiller. Donc là, on va être dans le conseil des conseils. Ok. Perso, alors, je déconseille. Conseil, oui. Il y a plein de choses. Ne suivez pas la méthode José Lito. Non, parce que j'ai testé, j'ai vraiment testé les deux. Ma nature est plutôt de je bricole, je vois à quoi ça ressemble, et une fois que j'ai à peu près les contours. Ah, si, ce qui a changé, le bon intermédiaire, c'est je teste, je bricole, mais je ne vais pas au bout. Je ne cherche pas à être expert de la chose, mais suffisamment pour bien comprendre, dit trivialement, pour pas qu'on me fasse l'avion. Le truc, c'est que tu ne me la fais pas à l'envers.
Voilà, il faut être capable de guider un minimum et il faut être capable aussi de décider si c'est satisfaisant ou pas, si on est au standard ou pas. Après, il y a Chez les aucun grosses. client, je m'occupe des analytics ou de la data. C'est quelque chose que je délègue spontanément à Poppy Mais c'est Gico, pas tu vois, vraiment et donc, délégué de nouveau, parce que oui, c'est pas vraiment ta responsabilité. bah, j'en prends la responsabilité. Je me dis, je vais Mhm. m'occuper du sujet. J'ai le niveau de maîtrise suffisant pour savoir un peu ce que je cherche, ce que je veux pas, machin. Mais je sais que là-dessus, je suis trop intuitif et qu'il faut aller beaucoup plus loin, que j'ai pas une expertise suffisamment poussée. Donc, je me dis, ok, j'ai 40% du sujet en maîtrise, les 60% qui restent. Par contre, je sais que voilà, j'ai parfaitement confiance en toi et que je peux lâcher le truc sans me poser la Ouais. question. Et C'est aussi, pas donc, beaucoup c'est de pas une délégation. nouvelle attribution finalement, c'est quelque chose que Ouais. tu as depuis longtemps, donc c'est pas quelque chose qui vient de débarquer, que tu connais pas. Ensuite, C'est il y a vrai. les tâches importantes, mais qui sont là depuis longtemps, que tu pratiques depuis longtemps. Oui. On délègue ou on délègue pas. Les trucs importants et que je pratique de. Bon, ça, oui, je délègue. Ok. Alors là, ce livre intéressant disait éviter quand même, enfin, faites attention. Souvent, tu as tes collaborateurs, mettons, tu as 4 collaborateurs, 5 collaborateurs, et tes grosses tâches, toi, tu les fais avec une certaine productivité, mais si tu les délègues d'un coup comme ça, Oui, c'est vrai. ça risque d'être too much. C'est-à-dire que là, à moins que les gens aient beaucoup de temps libre, pour eux, ça va être plus dur que pour toi, et ils n'auront pas le temps de la prendre en charge. Donc, tu vas les assommer. Ben, tu touches du doigt aussi la délégation, c'est-à-dire que quand tu délègues, c'est pas juste je me débarrasse, c'est que je vais déléguer, je vais devoir m'assurer avec la personne à qui je délègue que je vais devoir lui donner le temps, les ressources, tous les éléments pour que la délégation se passe dans de bonnes conditions. Sinon, je te refourgue mes problèmes, quoi. C'est ça. Donc Ça fait partie c'est des difficile sujets. de déléguer C'est une vrai. grosse tâche, même ancienne, en priorité en tout cas. C'est probablement pas par là qu'il faut commencer, pour cette raison. Si c'est déjà gros pour toi, ça risque d'être trop gros pour le collaborateur qui a pas... mettons que c'est quelqu'un qui a énormément de temps libre, pourquoi pas, mais à le faire avec beaucoup de méfiance. Après, on pourrait se dire, cette tâche qui est grosse, on va la découper en plusieurs, mais derrière, ça demande beaucoup de coordination pour le faire, pour tout réassembler. Donc c'est probablement pas rentable. Et donc, il reste quoi ? Il reste des petites tâches qui sont là depuis longtemps. Et les petites tâches qui sont là depuis longtemps, c'est très intéressant parce que c'est des choses que tu peux déléguer à plusieurs personnes, puisque c'est des petites tâches séparées, et tu en as normalement beaucoup. Ouais. Et si tu en délègues suffisamment, tu fais de la place pour une nouvelle grosse tâche. Donc toi, tu vas rentrer une nouvelle grosse tâche, déléguer 5 petites tâches à 2, 3, 4, 5 personnes. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pris une grosse tâche, tu as viré 5 petites tâches. Quelqu'un de plus bas dans la hiérarchie ou dans disons, la seniorité va apprendre à faire quelque chose de nouveau. Pour eux, ça devient quand même une tâche un peu plus grosse que pour toi, ça l'était. Et donc ça, c'est la base. Derrière, tu vas dire, eux, ils auront peut-être plus de temps, donc ils vont faire quoi ? Ils vont déléguer encore en dessous d'eux. Mais si tu continues comme ça va jusqu'où ? À la fin, ça va qu'il y a des tâches qui doivent dégager complètement. Et tu dis, ah ouais, mais si on le faisait, c'est important. Ouais, mais en attendant, ce qui est intéressant visuellement dans cette cascade de délégation, dans cette pyramide, c'est que tu as des gens qui sont en bas de la pyramide, qui reçoivent des tâches du dessus. Ces tâches du dessus ont fait de la place pour une grosse tâche au sommet de la pyramide. Tu vois, mettons que c'est ton boss qui t'a filé un truc, c'est que lui, il va faire quelque chose d'encore plus impactant pour l'entreprise. Donc les toutes petites tâches, tout en bas de la hiérarchie, qui vont dégager, qu'on va même plus traiter, on fait de la place à une tâche très importante, très impactante pour l'entreprise au sommet de la structure. Et puis il faut accepter que cette tâche-là, si ça se trouve, elle sera jamais faite, et c'est qu'il n'y avait juste pas besoin de la faire. Exactement. Et dans le même cas, naturelle. Tu sais, on parle d'organisation apprenante, c'est aussi déléguer à la poubelle. Ben ouais, c'est organique, c'est-à-dire. Et si moi je le fais pas, ok, très bien. Mais finalement, si tu la vois plus cette tâche et que tu as complètement zappé, c'est que ça n'avait pas d'intérêt. Enfin. Là, tu parlais de leadership et je te rejoins évidemment. Le leadership, c'est aussi lâcher prise et de te dire OK. C'est aussi de se dire ouais, mais cet ensemble de petites tâches qui donnent l'impression aux autres que j'ai beaucoup de boulot et que machin, en fait, ça me parasite. Le leadership, c'est de se dire OK, je me connais. Parce que quand je t'écoute, il y a un truc qui est intéressant, c'est je me connais suffisamment. Je connais suffisamment ma valeur pour pouvoir dire c'est important ou c'est pas important. Et là, c'est pour ça qu'on préfère être en réaction. C'est ça qui fait un vrai manager. L'introspection est compliquée. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Quelle est ma valeur au sein de l'organisation ?
t'as pas envie de te la poser. Tu parlais T'as Kierkegaard. peur et que ce vas-y, soit passé, ouais. je me jette sous le métro. Mais évidemment, je le vis au quotidien, Philippe. Ça m'impressionne. Il y a un truc dont je doute pas finalement, c'est de ma valeur. Voilà, je fais des trucs, c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, je doute pas de la valeur de ma présence chez des clients. Sinon, tu deviens dingue. Mais en fait, il y a beaucoup de collaborateurs dans des entreprises parce que la culture est toxique, qui passent beaucoup de temps à se demander quelle est ma valeur et qui rattrapent ces petites tâches. On a eu cet article qui a énormément buzzé sur le syndrome des bullshit jobs. Carrément. Mais carrément. Parce que beaucoup de gens vont élever des chèvres parce qu'ils en ont marre d'avoir l'impression de servir à rien. Et le management. Et les organisations dissuadent les gens de se poser la question souvent. Mais carrément. Ce qui est contre-productif. Dont tu parles, c'est un management vraiment de haut niveau. Et la délégation, vraiment, pour un manager, c'est l'arme ultime, mais c'est un vrai travail. Parce que ces petites tâches aussi, ce que tu évoques, c'est la notion de toutes ces petites tâches. Celles-là, je les passe en mode to-do. Et ma to-do, je priorise. Et là, je peux dire, OK, tout ce qui est dans ma to-do, tout ce qui est en dessous de 5, délègue. Voilà. Et ça va déléguer suivant ton niveau. Disons, si tu as 4 couches, ça va déléguer. Et si tout va bien, ça finira par aller jusqu'en bas. Et à chaque fois que ça descend d'un cran, les personnes qui sont, disons, les plus en haut de l'organigramme vont pouvoir avoir plus d'impact parce qu'elles vont avoir libéré le temps de faire plus. Et c'est vrai que souvent, nous, on voit des clients qui sont débordés par la quantité de petites tâches chronophages et des tâches chronophages qui pourraient être réalisées par des gens qui ont un tiers de leur taux horaire et voire un quart du taux horaire qu'ils devraient avoir et qui n'ont pas parce que justement leur salaire est un mélange des tâches à faible valeur qu'ils font et des tâches à forte valeur. Et si tu n'arrives pas à pousser le travail vers le bas, au niveau où il appartient, si on peut dire, ta valeur à toi, elle va plafonner. Ça, c'est le piège du salaire. Mais c'est marrant, hein, c'est le piège du salaire. Et c'est le piège pour l'entreprise, parce que l'entreprise qui n'augmente pas les gens, qui ne les fait pas bouger, qui n'est pas très claire sur la contribution des gens et qui essaye de maintenir des salaires bas parce qu'ils ont l'impression de gagner de l'argent comme ça, ils cassent toute incitation à pousser le travail vers le bas. Je ne sais pas comment tu peux être manager dans ce type d'organisation parce que c'est biaisé par défaut. Je disais, c'est un reste d'esclavagisme en fait, d'avoir cette comparaison de je te donne tant d'argent et tu me donnes tant de temps. Et tu dis, so what? Et alors, je fais quoi? Je pose mon cul et j'attends que ça se passe et c'est pas grave. Et tu peux pas réfléchir. Non, tu fais ton mieux et si tu en fais assez, je te paierai plus. C'est comme ça que ça marche a priori. C'est comme ça que ça marche dans les endroits relativement efficaces. Et on essaye de quantifier dans les endroits efficaces. On parlait, là, Philippe, où j'arrive de toi et je te dis dans le monde dans lequel tu gravites, c'est quand tu reviens dans un certain type d'univers où le rapport est en argent et qu'il y a du salaire et que personne n'est incité à réfléchir sur son taux horaire et sur la valeur qu'il génère chaque heure qu'il passe dans une organisation. Forcément, qu'est-ce que tu veux, la délégation, parce que la matrice Eisenhower, t'en vois partout, il y en a à toutes les sauces. Ça se faisait dans les boîtes de consulting où quand tu allais emmerder un senior, on te disait dis donc, tu sais combien il nous coûte celui-là, tu retournes faire tes recherches toi-même, mon cher stagiaire. Et tu verras quand tu auras fait le boulot parce que toi, tu coûtes rien. Et tu fais un all-nighter si tu veux, on paye pas les heures sup. Ah, c'était le bon temps du consulting. On parlait de quoi déjà? Je l'ai raté. Délégation, pardon. Non, juste avant. Il y a un truc qui m'intéresse parce que tu parles de... Tu as la matrice d'Eisenhower et par contre, toi, tu parles de nouvelles tâches et d'anciennes tâches en fait. Ouais, c'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est juste un découpage des tâches. Donc, tu as les nouvelles tâches, les anciennes. Les nouvelles, tu les connais pas encore, tu délègues pas. Importantes, tu vas les garder pour l'instant. Les petites, tu délègues, tu fais de la place. Faudrait que je retrouve, il y avait un autre truc que j'avais bien aimé moi, mais faudrait que je le retrouve dans les trucs d'Arnaud, là, je vais lui demander. La prochaine fois, on donnera des exemples. J'ai sorti un article là, je vais continuer à le compléter avec plein d'exemples. Mais oui, ici, on parlait des taux horaires et des salariés. Et oui, la guerre des talents, j'allais dire. On a une guerre des talents. Donc tout à l'heure, tu me dis oui, mais on peut pas partir, gna gna gna. Et je te disais, bah oui, si tu as passé 10 ans à pas te perfectionner, à pas augmenter tes skills, tes compétences, tu n'es pas dans la guerre des talents, donc tu n'as pas de levier. Mais c'est un choix que tu as fait au début, qui est de rester dans un endroit où on te fait pas grandir, tu vois.
Mais il y a quand même une guerre des talents aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises qui plafonnent tout le monde et qui se retrouvent à perdre la guerre des talents. Et donc, elles font pas de marge parce qu'elles n'ont pas les gens qui ont beaucoup d'impact, beaucoup de levier. Donc, comme elles font pas de marge, elles raquent sur les salaires. Donc, comme elles raquent sur les salaires, elles n'ont pas accès au talent. Et de toute façon, même si elles décident demain, allez, je casse la tirelire, j'achète un talent. Un mec qui a fait les startups, qui a fait les boîtes branchées, qui a fait les grands comptes performants. Il va le faire rentrer. Alors, un, il va même pas le faire rentrer. Et deux, s'il le fait rentrer, il va sortir au bout de 6 mois. Ça marche pas. Mais j'ai un client qui me dit ouais, Joséito, je comprends pas. Je suis en train de recruter des gens dans l'IT. Putain, je pige pas là. Tous les 2 ans, ils changent de boîte. Ça veut dire quoi selon toi? Ils sont instables? Bah non, c'est juste qu'ils veulent se faire augmenter. Donc tous les 24 mois, c'est bonjour, je veux plus. Non, au revoir. Bonjour, je veux Ça, plus. c'est le secteur qui est toxiquement organisé comme ça, où ils augmentent pas parce qu'ils doivent racler, c'est les marchands de viande, les ESN, on dit. Mais hors ESN, mais même pas, Philippe. C'est ce que tu dis aussi, c'est que mets-toi dans un truc où tu as des PME. Tu as des PME. Voilà, tu es dev, tu es dans une PME. D'accord? Tu n'es pas à Paris, tu n'es pas à Lyon et tu n'es même pas à Marseille. En tout cas, tu n'es pas à Paris. Tu n'es pas à Paris. Tu es en France, tu n'es pas à Paris. Tu es en province donc. Tu as passé le périph', tu es en province. En tant que provincial, tu as des PME, même des grosses PME. T'es dev de je sais pas quoi dans cette boîte-là. T'arrives au bout de 2 ans, tu dis regardez, j'ai fait des tas de trucs, etc. Je veux d'augmentation. Ouais, tu comprends, c'est difficile, non, c'est délicat, c'est des machins. PME d'à côté, PME B, PME C, PME D, PME E. Quand tu as fait le tour de ta région, tu as fait tout ton bassin d'emploi, tu dis chouchou, fais tes valises, on se casse et on passe à la suivante. Mais parce que c'est ce que tu évoques, Philippe. Je suis atterré de voir à quel point. Parce que après avoir pris du recul sur les startups, machin, etc., me plonger plus, vraiment creuser dans la PME, je suis flippé de voir que les formations, mais il n'y a pas beaucoup de formations. Puisqu'on parle de développeurs, de salaires et aussi de toutes les incitations non financières, c'est-à-dire est-ce qu'on te donne les moyens d'avoir de l'impact, parce que c'est comme ça que volent les talents. Volkswagen a décidé de rattraper Tesla. Tu sais combien ils ont mis sur la table? Tesla et Apple d'ailleurs. Non. Projet logiciel. Hein. Donc ils veulent rattraper Tesla en matière de logiciel. Devine quel est le budget logiciel? Sur la partie logicielle, je sais pas. Allez, donne un ordre de grandeur. J'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Le groupe Volkswagen. Milliards, bien entendu, c'est Volkswagen, donc on est en milliards. Mais alors, combien? 30 sur 3 ans. Sur 3 ans. Sur 3 ans. D'accord. Parce que j'ai vu passer un chiffre de 50, et c'est ce que que c'est sur l'ensemble du projet en fait. Et c'est le budget de Google pour 1 an. Bah ouais, voilà. Bah ouais, 30 milliards. Hein. Donc depuis le début, on leur dit oui, Tesla, les ordinateurs sur roues, c'est une boîte de bagnole à la base. Et aujourd'hui, tu as le groupe Volkswagen qui dit bon, faudrait rattraper Tesla, ça va être 30 milliards. 30 milliards pour du logiciel. Ouais. Et Google dit bah nous, c'est ce qu'on met par an parce que sinon les voitures elles sont pas prêtes d'être autonomes avec vos conneries. Alors c'est pas le budget Waymo, hein, c'est le budget Google. J'imagine, mais j'essaye de retrouver aussi un truc sur SpaceX et il donnait la taille de l'équipe qui avait construit je ne sais plus quel logiciel. Ils étaient genre 5 et chacun avait un truc énorme. Mais gars, tu vois, tu parles de ça, mais en même temps, combien aujourd'hui? Mais dites-le, hein, cher ami du e-commerce, du marketing, toute personne susceptible de regarder ce podcast, vous managez combien de personnes? Dites-nous combien vous managez de personnes hors alternant. Hors alternant. C'est quand même 80% du temps de management alternant, donc bon, je sais pas pourquoi tu dis hors alternant. Mais parce que tu t'aperçois qu'aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose à déléguer en fait. Tu es obligé de faire énormément de choses par toi-même, mais il y avait un autre truc sur la délégation, hein, mais on reviendra sur le sujet parce que je suis aussi impressionné. Tu vois, quand je discute beaucoup, je dis t'as quoi comme outil? Trello. Et la délégation, quand tu parles de délégation, c'est je prends une carte et dans la carte, je mets ton nom à la place du mien. Et voilà, j'ai fait de la délégation. Et je suis un manager. Et tu dis waouh, vous êtes sérieux? La première fois que j'ai commencé à parler de notions d'épique et de tâches et de sous-tâches et de. Oh, mais laisse tomber, j'ai arrivé d'une autre planète en fait.
Donc les sujets que tu évoques, c'est ça aussi, hein, c'est le leadership, c'est d'être capable de se dire, voilà ma valeur au sein de l'organisation. Si j'en ai pas assez de valeur, bah, je me casse, je fais autre chose parce que ça sert à rien que je perdure dans une organisation où finalement je ne peux pas donner le maximum de mon potentiel. Mais si je suis là et que j'estime que j'ai de la valeur, il faut que je sois intransigeant sur je suis désolé que moi je fasse ça, ça n'a absolument aucune valeur, ça va coûter très cher à l'organisation. Par conséquent, je ne le fais pas. Je taquinais tout à l'heure. Il faut le voir dans les deux sens. C'est aussi, j'ai besoin. J'ai passé mes cartons, j'ai passé 5 minutes en fait dans la réunion. Au bout de 5 minutes, j'ai dit bah voilà, écoutez, les cartons, tac, tac, tac. Bon, moi dans mon esprit, pour les clients, je veux ça, ça, ça. Fais voir, tu as combien de cartons? 5. Allez, celui-là et celui-là. Comment tu peux être sûr que c'est celui-là et celui-là? Bah, j'ai regardé la data avant de venir, bah, c'est ça et ça. Donc c'est A et B. Voilà, il y a ces 2 cartons. Si tu as une troisième proposition, tu me la fais. Désolé, j'ai un truc, je me casse. Alors voilà, être préparé au passage, ça aide. Et la délégation, c'est aussi quelque chose de récurrent. C'est que tu vas pas déléguer un truc une fois, sinon tu as un assistant, mais c'est encore autre chose. Tu te fais aider. Ouais. Tu délègues des choses récurrentes. Et il y a un manque de récurrence aussi dans la façon dont on travaille. Et tu n'as même pas besoin de le voir en mode je coûte trop cher pour faire ça. C'est même pas ça. C'est mon rôle est d'aller chercher ABC. Donc je dois commencer à faire Y. Ouais. Et ce Y, j'arrive pas à le faire aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et si je commence à travailler soir et week-end, 1, je vais me fatiguer trop vite. 2, je vais prendre encore un truc après et ça sera fini. Il faut toujours un peu de slack. Donc pour prendre ce Y, il faut que tu fasses de la place. Et pour faire de la place, commence par des petites choses que tu fais depuis longtemps, que tu sais comment déléguer. Et ça, tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis ok, ça, si j'enlève ces 5 là, je commence à faire de la place et je vais pouvoir aller chercher ce truc à impact. Et il faut le faire dans ce sens-là. Tu avances comme le serpent ou le ver de terre. Tu manges vers l'avant et tu recraches un peu vers l'arrière. comme le tunnelier. Comme le tunnelier. Il faut aller manger de la valeur comme ça, tu vois. Et là, tu as un aspect très positif. Chez nature avec ton ver de terre, là. C'est lent. Mais c'est exactement ça. Il faut être positif. Il faut regarder. Tu as un objectif, il est ambitieux. Donc, tu dois aller faire des choses que tu. Et combien de fois on se retrouve, nous, face à des clients? Ah ouais, ça, je sens que c'est important. C'est tellement important que je suis pas prêt à le commencer parce que j'ai pas le temps. Ouais. Et au lieu de te dire. Je vais déléguer ABCD et ça va me prendre 3 mois pour le déléguer correctement et j'aurai un trou derrière où je pourrais rentrer ce truc capital. On te dit pas ça, on te dit quand j'aurai fini ABCD, comme si c'était des événements alors que c'est des process. Tout le temps. Mais tu finis jamais ABCD. ABCD, c'est en continu. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est un vaste. Ouais, non, mais ça, tu es dans le nerf de la guerre. Je crois que ça, je vais finir ça pour obtenir ça. Et enfin, dès que je l'entends, je me dis, ouais, c'est mort. Ça finira jamais. Ça ne finira que quand ce sera au bas de la pyramide et qu'on leur demandera de prendre un truc plus important que ça et on éliminera le pas important pour le plus important. Tu connais la loi de Parkinson. Les gaz se dilatent jusqu'à occuper tout l'espace disponible. C'est pareil pour le travail. Tant que vous avez du temps disponible, et c'est comme ça aussi que marchent les semaines à thème, hein, c'est qu'il y a du temps disponible pour le bordel et pas plus. Sinon, tu fais jamais ton deep work, c'est tout. Tu sais, tu l'as dit les tout choses à l'heure, importantes Philippe, sont la victime des choses qui prennent tout l'espace. Tu l'as dit très justement tout à l'heure, et je reviens là-dessus, je reviens sur ce qu'a dit là, quand j'étais avec les mômes, il y a un Arthus Bertrand au gamin en disant « soyez radical ». C'était pas juste par rapport à l'environnement, le changement climatique, blablabla. Je crois que c'est un monsieur qui a 75 ans et qui a eu une vie passionnante et qui dit à des mômes « soyez radical ». Et c'est ce que tu te dis. C'est l'école du leadership. Mais évidemment, c'est soyez radical parce que si aujourd'hui tu penses que la façon dont tu es organisé est la bonne et que l'organisation t'empêche de la mettre en œuvre, tu as vraiment trop d'adversité, sois radical, dégage. Et je t'ai provoqué, hein, je pousse parce que c'est ce que j'entends régulièrement, c'est oui mais tu comprends, ouais mais non, ouais mais machin, ouais mais bidule. Et tu dis prétexte. Premier truc que je t'ai dit, c'est des excuses à la fin. Mais oui, c'est des excuses. Et évidemment que c'est des excuses parce que quand je vois les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, c'est simple. Quand on dit le marketing, le succès est un processus, pas un événement, rien que celle-là, hein, tu la prends, tu la graves dans le marbre, tu te la gardes, tu la mets dans ta cuisine,
Et tu t'aperçois que tous les jours, la délégation, c'est ce que tu viens de dire. C'est pas je délègue de temps en temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un muscle. Plus tu le travailles, plus ta délégation va être de qualité et plus toi, tu vas pouvoir libérer un temps Plus ton extraordinaire équipe dans va être ton de agenda. qualité. Et Tu as ton besoin de équipe va être construire une qualité. équipe de confiance. Bien sûr. Et des gens qui reçoivent du travail important, pas des gens qui meublent, qui justifient leur poste. Ils ont envie de se dire, ah, je vais prendre un truc important et je vais faire de la place ailleurs dans la structure, dans l'organigramme, pour des choses encore plus importantes que moi, je ne sais pas faire aujourd'hui, mais pour lesquelles je vais faire de la place. J'ai cet impact. Et ce qui est incroyable, c'est que parce que on pourrait se dire, ouais, mais oui, mais machin, quand t'es, enfin, je sais pas pour toi, mais j'imagine que, je me souviens, quand j'étais chez Bouygues Télécom, je me suis retrouvé en première ligne, donc tout en bas de la pyramide, d'accord. Donc en termes de délégation, j'en prenais mais plein la gueule. Et je le vivais très mal parce que c'était, tu prends les poubelles des autres sur la gueule, quoi, en fait. D'accord. Et c'était pas de la délégation. Je me suis rendu compte avec le temps, en montant comme ça les étages de la pyramide, qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, les N+1 ne savent pas effectivement déléguer les choses. Et plutôt que de te dire, je te confie cette mission, elle est importante, voilà le contexte, voilà les ressources que je te donne, je pense que tu peux le faire, par contre là, j'estime que tu as besoin d'être formé, donc je te donne aussi du temps dans cette délégation pour te former. Voilà le résultat. Mais Philippe, le résultat que j'attends, je te délègue quelque chose et je ne te dis pas ce que j'attends dans la délégation. Alors, si tu vois mon article que j'ai publié hier, il y a bien montrer des modèles, faites des templates, des standards de qualité, coucou Stéphane, des checklists si besoin, etc. Il faut un standard, il faut un objectif. Quand tu fais du packaging, tu vas au cul de l'imprimante, de la presse, tu en signes 3, il y en a un c'est le maximum de rouge que tu veux, il y en a un c'est le minimum de rouge que tu veux, puis il y en a un c'est le parfait. Tu signes les 3, tu te barres, et si tu reçois une palette où c'est trop rouge ou pas assez rouge, elle repart à l'usine. Là, j'avais l'histoire, je reviens à mon histoire de carton. Hein. Je prends les cartons et je dis, OK, on va mettre les produits dedans. Et j'étais avec un collègue qui me dit, bah si, regarde Joselito, on va mettre les produits et on va les mettre à 45 degrés. Et là, on peut mettre la quantité de produits qu'on veut. T'es créatif. Très bien, pas de souci. OK, super. Fais des vidéos. Il me dit, bah pourquoi? C'est parce que tu vas confier ça à quelqu'un d'autre. Il va avoir, lui, parce que là, on est dans une réunion, on est en train de discuter, on a tout notre temps. Tu vas avoir quelqu'un qui va recevoir 50 commandes ou 100 commandes dans la journée. Tu crois qu'il va mettre les trucs à 45 degrés? Tu sais ce qu'il va faire? Il va poser le cul sur le carton, le scotch, allez, dégage, c'est parti. Et toi, à l'autre bout, mais regarde, on a mis des beaux cartons et l'expérience client est toujours pas la bonne. Eh ouais, mais montre-moi, donne-moi des modèles. Sinon, tu vois, ça, c'est typiquement une forme aussi de délégation. Finalement, c'est pas moi qui vais faire le job, je vais le faire à quelqu'un. Donne-moi tous les éléments pour bien faire mon job. Mais ça, c'est même pas une délégation, si on reprend la définition du début. Je sais, mais j'ai des N+1, je les vois, ils savent pas quoi déléguer, ils savent pas comment le faire. Et te disent, ouais, mais pire que ça. Alors, on disait tout à l'heure. Ça, en fait. Qui c'est un manager? Il faut faire le tunnelier. C'est-à-dire qu'ils vont aller voler du travail en permanence, voler du meilleur travail, du travail plus important. Mais si on ne s'habitue pas dans cette organisation à réfléchir en termes d'impact, tu ne sais pas ce qui est plus important. Deuxièmement, si chacun défend son petit territoire parce qu'il n'aime pas qu'on lui vole du travail, parce qu'il a l'impression d'être important que quand il garde ce qu'il a déjà, on ne peut pas te voler ton travail. Donc tu ne peux pas faire de place à des choses plus importantes que de toute façon tu n'obtiendras pas parce qu'au-dessus de toi, on défend aussi son territoire. Donc ça, c'est une culture qui est hyper toxique, qui existe. Dis-moi si ça n'existe pas et si je l'ai inventé. Non, elle existe. C'est le quotidien de 80% des gens. Man. Tu défends tes plates-bandes. Ouais. Non, me prends pas mon boulot. Dans les grandes boîtes, c'est comme ça, beaucoup de politique, etc. Et pourtant, quand tu es manager, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour aller politiquer, justement, sinon il n'y a rien qui se fera. Et ce temps-là, tu ne l'obtiens qu'en laissant des gens en dessous de toi te voler ton travail. Mais carrément. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Putain, maintenant que je suis chaud, il faut qu'on arrête, mais c'est exact. Faites-vous piquer. Vas-y. Il faut qu'on en refasse une là-dessus parce que je pense que c'est. Mais c'est faites-vous piquer. Ça sera le sujet du trimestre. Sérieux, faites-vous piquer votre taf, quoi. Mais soyez heureux qu'on vous pique votre boulot, quoi. Ça vous permet de faire autre chose. Et ça, je pense que c'est. On a peur de servir à rien. Et donc derrière, quand on a un trou, qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode réaction. On attend qu'on vienne nous voir au bureau.
on répond à tous les emails, on fait ce qu'il y a marqué dans les emails. Et voilà, la to-do de l'extérieur. Je choque quand je dis mais être payé à rien foutre, ça me va très bien. C'est... Mais t'as potentiellement plus d'impact en ayant cette attitude, qui est pas la vraie attitude, mais qui est un slogan choquant. Mais bien sûr, c'est un slogan, mais je suis ravi d'être payé à rien faire. Prenez mon job, faites en sorte que je sois payé à avoir des journées à rien faire. Mais c'est génial, c'est top. Même le président de la République, il n'a pas ça. Même un président, il ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui lui piquent. Voilà. Non, mais tu vois, mais là, tu auras assez de temps libre pour aller voler le travail au-dessus de toi et faire du temps libre aux gens qui dirigent la boîte pour aller chercher des choses qu'ils pensent aujourd'hui ne pas avoir le temps de faire, mais qui vont changer leur boîte. Taf. Mais t'imagines ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire à quelqu'un, ok, tu es la directrice ou le directeur e-commerce d'une entreprise, ouais, propose au DAF de lui piquer une partie de son taf. Mais c'est ça en fait, oui. Salut DAF, ouais, qu'est-ce que je peux te voler comme travail aujourd'hui? Voilà. Pardon? Le directeur marketing m'a volé la moitié de mon job, donc maintenant je peux te voler la moitié du tien et tu vas pouvoir aller taper dans celui du CEO qui aura un peu plus de temps pour aller s'amuser au CJD. T'imagines le kiff? Mais t'imagines le kiff, parce que c'est ça en fait. Mais ça marche comme ça dans les boîtes qui réussissent et qui ont une hyper croissance, ça marche comme ça, tu crois quoi? Dans les boîtes qui réussissent, qui ont une hyper croissance, ça marche comme ça. Et franchement, si tu commences à penser comme ça, waouh! Et là, évidemment, c'est ce qu'on dit, la délégation, faut que tu maîtrises parfaitement le sujet, quoi. C'est la qualité de ta délégation qui va te permettre de continuer à avancer dans cette dynamique, quoi. J'ai introduit mon article comme ça. Pourquoi on délègue? Une entreprise en croissance, ça veut dire que tout change en permanence. L'organisation change, les tâches changent, ça change à l'échelle de la boîte, ça change à l'échelle des personnes. Ça ne change que d'une seule façon. Le flux, il doit se faire comme ça, de haut en bas. En haut, tu vas chercher de nouvelles choses et ça descend. Totem hier. C'est comme ça qu'on grossit. 30 personnes, on est en pleine croissance. Du jour au lendemain, bim, 90% du CA qui dégage. 12 mois après, on fait une bouclette, on est à plus 300%, on a tout churné, on a fait un pivot de malade et voilà, on a gardé 30 personnes. Ils ont tout changé. Donc ça veut dire qu'en 12 mois, tu étais ça dans le job, tu es devenu ça. Ton métier a complètement changé en 12 mois. Voilà. Tu es passé de... Alors, on va peut-être te licencier. Ah, salut, on a fait plus 300%, tu vas gagner plus de blé. Et mieux que ça, tu as des actions. Tu as des actions. Oui, donc, bien sûr, ils ont des actions. Donc, prochaine levée, tu vas faire 200 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ou plus. Tu te dis, waouh, sérieux, c'est possible? Et tu as des gens qui disent, ouais, mais tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais le boulot, alors je sais ce que je fais. Et mais par contre, maintenant, j'ai passé 30 ans dans la même boîte, j'ai fait tout le temps le même taf. Alors, ce qui n'est pas vrai parce que maintenant, je veux gagner plus. Ouais. 1 milliard de trucs dans 30 ans dans la même boîte, en fait, si c'est une boîte qui a une certaine taille. Mais j'en vois beaucoup qui font les mêmes trucs depuis 10 ans et qui viennent te dire, ah, tu sais, José-Lito, tu viens de fêter tes 50 ans, tu vas prendre cher sur le marché du travail. Ah bon? Tu as l'impression qu'ils me parlent d'une autre histoire, d'une autre planète. Ouais. Sur cet exemple de Totem qui est excellent, un autre Tesla, là, ils sont là, en ce moment, c'est la rupture de stock sur pénurie sur les puces électroniques. Il y a pas mal d'entreprises qui n'arrivent plus à fabriquer de voitures. Ils ont des chaînes à l'arrêt, toutes les grandes boîtes. Tesla vient là d'annoncer son trimestre, très bon trimestre. Ils disent, bon, on est bien emmerdé avec la pénurie, on n'a pas produit autant qu'on aurait voulu. Mais tu sais ce qu'ils ont fait là? Ils ont développé 19 nouveaux logiciels pour 19 nouvelles puces dans le trimestre, parce qu'ils ont remplacé les puces par d'autres puces. Voilà, ils s'en foutent. Ils vont chercher des nouvelles puces et ils développent les logiciels. Voilà. 19 nouvelles puces, 19 nouveaux logiciels dans le trimestre. Et ça leur a pas coûté 30 milliards comme Volkswagen. Bon, man, faut que je m'arrête parce que je regarde le temps qui tourne. Ouais, et ils ont construit le deuxième plus gros supercalculateur du monde pour entraîner leur intelligence artificielle qui va conduire la voiture. Tesla, t'es plus là. Allez, Ciao. à la semaine prochaine. Ciao, ciao.